Le projet de cette communication, c'est de vous parler des expériences en céramique de Fontana et de Melotti, donc dans l'Italie des années 50-60. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux artistes, je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vais vous donner un petit aperçu, sont tous les deux exactement de la même génération. Fontana né en 1899, Melotti en 1901. Ils vont rester amis toute leur vie, ils vont exposer ensemble jusqu'à la mort de Fontana en 68. Et cette amitié, elle va aussi reprendre forme alors qu'ils ont partagé en fait des années de formation à l'Académie Brera à Milan à la fin des années 20. Elle va reprendre forme lorsque Fontana va revenir d'Argentine en 1946, où Melotti fait partie de ces gens qui viennent l'accueillir quand il arrive au port de Gênes. Et je montrerai une sculpture qui se fait en fait en la présence de Fontana Melotti en 1944. Bref, c'est un lien qui est assez intéressant et assez particulier. J'ai le retour de ma voix, c'est assez désagréable. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Peut-être moi, ma voix est pincée. Oui, si vous... Ouais, parce que c'est super désagréable, je m'entends en écho. Donc, évidemment, le casque est emmêlé, ce qui est une chose tout à fait normale. Vous devriez faire un séminaire sur les nœuds. Voilà, voir si c'est mieux comme ça. Surtout si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Voilà, je pense que pour moi, en tout cas, c'est mieux. J'espère que vous m'entendez toujours. Donc, il y a ces débuts, en fait. Vous m'entendez? Ok, super. D'accord. Donc, il y a ces débuts autour de la céramique, lorsque notamment Fontana va aller se... Excusez-moi, j'enlève. Donc, lorsque Fontana est travaillé à Albi, qui est un stade. Alors là, ça ne marche plus par contre. Parce que je pense que du coup, le micro, c'est le micro du casque. Et on t'entend plus. Là, normalement, je suis sans micro. Donc, là, c'est bon. Là, on entend bien. Ok, voilà. Parce qu'en fait, avec le casque, ça faisait un retour encore plus désagréable. Donc, il se forme dans cette... il a déjà fait de la céramique quand il est en Argentine. Il rentre, il fait des allers-retours. Il va à Albiziola dès les années 30. Dans ce lieu qui est la fabrique en fait Mazzotti, la Casa Mazzotti, qui a été créée au début du siècle, qui est un grand lieu pour la céramique futuriste, et il est invité en fait à continuer à faire ces céramiques qu'il va faire à ce moment-là, que je vais vous montrer après. Donc on est au début des années 30 et pour Melotti, les choses se mettent en place aussi au même moment, c'est-à-dire que les premières céramiques qu'on a montrées, c'est dans une galerie à Milan qui s'appelle la galerie des Missione, et on va mélanger les sculptures en céramique et les sculptures en plâtre. Alors j'aimerais vous rappeler le mot de Fontana en 1939, lorsqu'il dit dans un texte qui s'appelle Ma céramique, publié donc dans la thème pour Milan, je suis sculpteur et non céramique. C'est un texte qui relate son parcours à travers son médium, en expliquant comment il a refusé de faire des céramiques raffinées, c'est-à-dire des céramiques en porcelaine, en biscuit, au profit en fait d'un matériau qui va être très vigoureusement travaillé, très excessif, très bouillonnant. Et il a une formule qui est très imagée. Il dit dans ce texte, donc de 39, j'apportais dans les ateliers, alors il a séjourné à Sèvres en 37, donc 2 ans plus tard, il écrit, j'apportais dans les ateliers qui avaient réalisé les services de table de tous les rois de France, un minotaure qui donnait des coups de corne aux corbeilles en porcelaine et aux allégories en biscuit. Bon, voilà, donc cette image, en fait, de mettre de côté toutes ces céramiques, enfin toutes ces porcelaines, etc., ces biscuits qui sont d'un art de la table,
et d'un art du décoratif, du côté en fait d'une céramique qui perd en fait toute fonctionnalité en quelque sorte. Et la déclaration je suis sculpteur et non céramiste, ça a le mérite d'être absolument clair, parce qu'il commence vraiment son texte comme ça de manière assez lapidaire. Donc c'est donc en sculpteur et non en céramiste que Fontana va aborder cette technique, et c'est probablement grâce à ça, à cet esprit qui est si émancipé des contraintes liées à ce matériau, parce que c'est un matériau qui est très contraignant, qu'il va donc travailler avec une liberté formelle pour renouveler profondément en fait le langage qui est quand même traditionnellement employé dans les arts décoratifs. Donc son attachement à la sculpture correspond à l'importance qu'il accordait au métier, c'est-à-dire à son art, à cet art du fer, en fait, qu'on a évidemment dans cet art de la céramique, et qui se manifeste par un attachement très fort qu'il porte à la matière, que ce soit dans ses peintures, ou que ce soit dans ses sculptures ou dans ses céramiques. Je pense que vous m'entendez toujours, et moi, ce qui est super, c'est que je n'ai plus le retour de ma voix. Donc, voilà. Alors, pendant une dizaine d'années, Fontana va réaliser donc chaque été à Albisola des céramiques. Alors, il y a toute une série de concepts spatial nature qui sont des grandes sphères en terre qui sont trouées comme ça avec des bâtons, ils utilisent les mains, donc il y a quelque chose comme ça de très viscéral, de très organique dans cette série. Et en fait, on se rend compte aussi que Fontana n'a jamais cessé de faire de la céramique. Hein. C'est une chose qu'il a occupée de sa formation lorsqu'il est en Argentine, son passage à nouveau à Milan, puis le retour en Argentine, etc. Et ça, en fait, jusqu'en 68, enfin jusqu'à la fin de sa vie. Donc de ses premières années de jeunesse, où il s'est formé dans l'atelier de son père qui était sculpteur, jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, c'est assez beau de voir que c'est une colonne vertébrale, en fait, dans son œuvre. Alors après, c'est la question de la réception de ça, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, il y a donc cet ensemble très important, magnifique en fait, tellement kitsch que ça en est assez stupéfiant d'intérêt, de ces fonds marins qu'il réalise donc dans les années 30, donc à Albisola. Hein, donc vous avez le granchio ici, ce crabe. Vous avez ici farfalle et donc les papillons au-dessus, bananes et poires en dessous. Donc avec cette matière qui est excessivement bouillonnante, ce côté un peu trash comme ça dans l'utilisation des couleurs et des formes. En voilà une autre dans ces mêmes années, donc papillons et fleurs. Donc vous voyez cette dimension très concentrée de la matière et de la couleur aussi. Hein, je parlerai un peu des émaux après. Et puis on a, ce qui est assez intéressant, on a des photos en fait de l'atelier de Fontana. Où tout ça, enfin toute cette production en céramique va être mise en fait au même niveau, alors que ce soit des sphères qui sont fendues, que ce soit des vases, hein, il y aura quelques vases, il y aura quelques plats, il y aura quelques multiples en fait qui vont apparaître dans ce travail, mais globalement beaucoup d'œuvres uniques. Et donc on voit les natures, et ici on voit tout ça, ça fonctionne avec des bustes figuratifs, des tableaux lacérés en fait, des concepts spatiaux dès la fin des années 50. Donc on voit que tout ça est mis au même niveau pour lui, et que ça fait production, ça fait sens, ça fait œuvre en fait par rapport à son travail. Il n'y a pas de hiérarchisation. Ça, c'est une chose qui est très importante quand on regarde l'œuvre de Fontana. En fait, c'était pas la céramique qui est en dessous ou au-dessus de la réflexion sur les concepts spatiaux. Non, tout ça pour lui est mis effectivement au même niveau. Et le fait que dans de nombreuses photos, il pose en fait avec tout ça, c'est assez intéressant. Parce que ça nous permet en fait de lire cette horizontalité qu'il donne à l'ensemble de sa production. Alors, il y a aussi un aspect qui est très intéressant, et là aussi qui n'est pas détaché en fait de la réception sur les concepts spatiaux, c'est toute la production en céramique de sujets religieux qui apparaît en fait dès la fin des années 40 et qui va durer une dizaine d'années jusqu'à la fin des années 50. Et alors, il y a des œuvres qui sont absolument
ahurissante en fait de force, d'énergie, de réflexion sur l'émaillage. Donc il y a toute une série de dépositions, il y a une série de crucifixions, il y a une série de chemins de croix. Je vous en montre quelques-unes qui sont toutes plus surprenantes les unes que les autres. Voilà, donc vous avez 2 crucifix ici. Donc il y a évidemment cette idée toujours d'une matière qui est un geste comme ça en continu avec une grande énergie en fait gestuelle qui en ressort, et ce rapport en fait à la couleur qui vient affirmer en fait cette espèce de magma de forme qui est presque, qui touche à la question de l'informel, hein, en quelque sorte. Alors, ce matérialisme, en fait, cette matérialité qu'on trouve dans cette production en céramique, se retrouve dans sa production picturale, dans toute cette réflexion qu'il a nommée avec ce terme générique de concetto spaziale, et donc concept spatial, donc cette réflexion sur le vide, sur l'infini, sur comment repenser la peinture, etc. Et donc comment repenser la peinture, mais aussi comment repenser la sculpture, et quelque part, comment repenser aussi, à travers la sculpture, cet art de la céramique, hein, qui a une forme particulière. Donc, c'est intéressant de voir que, par exemple, si on prend une série qui s'appelle Battaglia, Bataille, où on a des figures montées sur des chevaux qui créent comme ça une sorte de bataille, de rythme, qui sont rehaussés, vous voyez, d'un émaillage noir et jaune, ça fait écho avec certains sujets en fait religieux, comme en fait cette Via Crucis, donc ce chemin de croix, qui est fait à la même période, et on se rend compte que sujet laïque et sujet religieux, et ça m'avait énormément intéressé quand j'ai publié les écrits de Fontana et que j'ai fait ce texte introductif, on se rend compte que sujet religieux et sujet laïque, en fait, sont traités de la même manière là aussi, et que c'est la même forme, en fait, qui passe de l'un à l'autre. Et c'est probablement la grande force en fait de Fontana, c'est-à-dire de jouer sur cette abstraction des formes et de l'appliquer à une thématique comme à une autre. Et il faut aussi comprendre que lorsqu'il réalise ses premiers concetti spaziali buchi, donc ces premières toiles qui sont percées véritablement et qui dessinent des constellations, hein, voilà, ce sont des toiles abstraites, mais qui dessinent cette question de l'espace sidéral, du vide. Il conçoit au même moment son premier environnement spatial à la lumière noire, Ambiente Spaziale a Luce Nera, en 1949. Donc, c'est une installation qui dure une semaine, il n'y a rien à vendre, il y a rien, c'est une pure expérience, comme les premiers concepts spatiaux d'ailleurs, hein, c'est une dimension très expérimentale, c'est faire cette expérience en fait de l'infini et comment l'homme réagit par rapport à cet infini sidéral. Et tout ça, en fait, fonctionne aussi avec les céramiques qu'il va nommer concetto spaziale, qui sont en fait le résultat d'un ensemble de gestes où la terre est malaxée, pétrie. La matière, vous voyez, est un magma, hein, véritablement. Il déconstruit le motif du cube, en quelque sorte, et ça rappelle effectivement une sorte de dislocation de la forme, une sorte de forme chaotique, en fait, qui générerait une forme de chaos. Et elles sont toutes ces réalisations contemporaines les unes les autres. Les céramiques, les environnements lumineux, les concetti spaziali, les buchi, voilà, tout est traité en fait là aussi de manière horizontale. Et ça m'a énormément surprise et énormément évidemment intéressée en travaillant sur Fontana. Donc il ne les oppose pas. Elle montre la diversité de son approche. Elles sont indissociables les unes des autres, et tout ça, en fait, fonctionne comme un tout. Précisons quand même que le travail de céramique a permis, comme pour Melotti, à Fontana de vivre face à cette production des concetti spaziali qui était pas bien reçue d'abord dans les années 40 avec les trous, puis après quand il se met à fondre l'étoile, personne ne comprend non plus, puis bon, il va y avoir ensuite un engouement du marché, mais tout ça va être quand même assez long à se mettre en place. Donc, ce qui lui permet véritablement de vivre, c'est sa production en céramique. Et ça, c'est une chose qui est assez intéressante d'un point de vue historique à comprendre.
Donc, les recherches spatialistes de Fontana, et vous avez là la Fine di Dio et d'autres œuvres, tableaux en concepts spatiaux avec des céramiques de Mans, incarnent évidemment une modernité esthétique par excellence et ont contribué à mettre un peu de côté, à l'arrière-plan, les recherches en céramtique, d'un point de vue général, et surtout celles qui ont trait au sujet religieux. Hein. Vous pouvez le comprendre par rapport à cette idée d'une modernité, d'une société italienne qui cherche à s'émanciper d'un certain nombre de valeurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que le travail de la terre lui permet, en fait, à travers une forme qui est souvent très esquissée, bon, vous l'avez vu ici, mais je trouve que c'est très fort dans les crucifixions, de révéler, en fait, ce mouvement continu, ce continuum gestuel, avec cette énergie, en fait, et beaucoup de critiques ont parlé de cette énergie de ses mains quand il se mettait à travailler la terre. Donc c'est assez joli et poétique de voir ça. Pour mettre en avant aussi cette virtuosité gestuelle et formelle. Et il va falloir attendre les années 80, donc période qu'on appelait le postmodernisme, hein, dans cette relecture aussi des formes du passé, pour assister à une remise au goût du jour, une redécouverte, on va dire, des céramiques de Fontana, à sujet laïque et évidemment à sujet religieux. Et on va avoir plusieurs expositions en Italie, vraiment à partir de 85-86, et l'exposition du Centre Pompidou en 86 ou 85 le montrait, c'est-à-dire qu'il y avait une part qui était donnée à la céramique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait une possible relecture en fait de la production de Fontana en intégrant la céramique. Et ça, évidemment, c'est assez intéressant. Alors, quand il y a eu l'exposition en 2014, par exemple, de Fontana au Musée d'art moderne de la ville de Paris, je ne sais pas, parce que vous étiez, sauf ceux qui interviennent, mais sinon, pour vous, étudiantes et étudiants, vous étiez très, très jeunes, peut-être certainement pas en école d'art à ce moment-là. Donc, il y avait énormément de céramique de Fontana. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de céramique de Fontana parce qu'évidemment, il y a une sorte de revival en fait, de la céramique. Et donc, on relie en fait sa production, mais pendant très, très, très longtemps, ce pan-là avait été complètement éclipsé de son œuvre, sauf par certains critiques. Alors, qu'en est-il de son contemporain Melotti ? C'est une position qui est complexe aussi, mais qui est aussi une position de sculpteur. Et c'est là où les deux, en dehors de l'amitié générationnelle, de formation, etc., c'est là où les deux véritablement se rejoignent sur ce plan-là. Alors, j'ai juste une petite parenthèse quand même à faire. Il y a cette exposition qui s'appelle Les Flammes, qui a commencé la semaine dernière au Musée d'art moderne de la ville de Paris et qui donc retrace une histoire très copieuse de la céramique. Il n'y a pas de céramique de Melotti. Ce qui est très surprenant. Il y a deux céramiques de Fontana, un plat et un fond marin, justement, et il n'y a pas de céramique de Melotti. Bon, voilà, ça, ma parenthèse est fermée, mais on peut se poser la question de pourquoi, parce que, et c'est le point qui m'intéresse aujourd'hui, Melotti va donc faire des céramiques dès le milieu des années 30, donc on est exactement dans les mêmes enjeux temporels que Fontana, et voilà ce qu'il dit lorsqu'il est invité à la 8e triennale de Milan en 1947, où il participe à la section objets pour la maison. Il va présenter plusieurs vases en céramique. La matière céramique est pour l'artiste un moyen comme le bronze et le marbre. Elle est peut-être plus fascinante que les autres à cause du mystère dans lequel elle naît. En accédant à ce geste, le céramiste orchestre un mystère naturel. Ce sont des notes et le véritable artiste peut craindre de s'arrêter et de se retrouver fasciné par cela. Alors qu'au contraire, il veut orchestrer un mystère qui est surnaturel. L'aventure du morceau de céramique qui est
amorphe dans le four et en ressort en tenue de fête, et quelque chose d'une joie excitante, une limite indéfinie entre les sens et la beauté. C'est comme un voyage dans un monde plus féerique que magique où se retrouve une valeur d'expression comme la joie du travail. C'est pourquoi je conseillerais à chaque sculpteur, ça c'est intéressant cette information qu'il fait passer, donc c'est pourquoi je conseillerais à chaque sculpteur de consacrer un peu de temps à la céramique. Le potier qui regarde le vase, le potier, hein, tout d'un coup là, qui regarde le vase sorti de ses mains, ressent ne pas avoir fait du tort à quelqu'un. Voilà. Donc, voilà, vous avez la référence de cette citation. Alors, Fausto Melotti, qui est un artiste magnifique, et je ne sais pas si je montre, enfin, je vous le montre, mais je ne sais pas si vous le voyez, puisque vous voyez mon PowerPoint, mais sinon je le montrerai après. Il y a eu une exposition absolument vraiment extraordinaire au nouveau musée de Monaco, c'était en 2015, organisé par Cristiano Raimondi sur Melotti, qui faisait un point sur l'ensemble de son travail, avec un très beau catalogue. Peut-être si la bibliothèque de l'école ne l'a pas, c'est le moment de l'acheter, et voilà, ça montrait en fait là aussi les enjeux en tant que sculpteur de ce qu'il avait animé. Alors, Melotti va réaliser au début des années 50 un nombre considérable d'objets fonctionnels, à la différence de Fontana. Des vases, des coupes, des coupelles, des assiettes, des tasses, des pieds de lampe, des carreaux, qu'il conçoit. Alors, je vous en montre quelques-unes. Vous avez la vue ici, quelques vues de l'exposition en 2015 au nouveau musée national de Monaco. Donc, vous voyez quelques vases, quelques coupes. En voilà d'autres ici. Bon, la scénographie était particulièrement réussie, qui ont toutes la particularité d'être faits à la main. Donc, il n'y a pas cette idée du multiple, il n'y a pas cette idée de la production industrielle. Chaque vase, chaque tasse est modelé, pardon. Évidemment, chaque objet a un émaillage propre. Donc, vous imaginez, en fait, c'est à la fois une production très conséquente quand on regarde, en fait, les catalogues de l'œuvre. Il y a plus de 400 objets. Enfin, c'est quand même, bon, c'est pas des services habitat, hein, évidemment, ou Ikea. On est très loin de ça. Hein. Ça reste une production qui est une production artisanale, mais quand même assez conséquente, et évidemment qui s'adresse là aussi à des potentiels acheteurs qui vont utiliser cela. Alors, je me souviens quand Cristiano préparait l'exposition à Monaco, on est allé ensemble à la Fondation Melotti, et j'ai eu la chance, c'était magnifique en fait de boire voilà, une tasse de thé dans une de ces tasses très hautes et très fines de Melotti, de toucher ses coupelles. Rien à voir, je vais y revenir, d'un point de vue technique, avec en fait la technique de Fontana. Alors, ce qui est intéressant aussi, parce qu'il y a une exposition Sotsas qui est au Centre Pompidou en ce moment, c'est qu'il confie en fait l'aménagement de son atelier de Milan à ce jeune designer, architecte d'intérieur qui est Torres Sotsas, donc à la fin des années 50, qui montre aussi la quantité de réalisations, de production qui couvre en fait les murs de son atelier, qui en fait un espace d'exposition, si vous voulez, permanent. Et Sotsas ayant repris le principe en fait dans l'aménagement de l'atelier de Melotti, le principe de l'aménagement de la section du verre de la 11e triennale de Milan de 1957, donc avec ces idées d'une architecture intérieure comme ça, faite de systèmes d'étagères qui créent une orthogonalité. Alors, entre sculpture et objets décoratifs, donc ces réalisations sont créées à partir de dessins préparatoires. Il y a tout un travail préparatoire, ce qui n'est pas le cas de Fontana. Il y a à côté des figures féminines qu'il appelle figure femminili ou des core, donc choré, qui sont exactement, donc je vais vous en montrer, des figures qui sont contemporaines. Fausto Melotti, puisqu'on est à cette question de ces objets, pour l'instant, considérera que ces objets mi-fonctionnels, mi-décoratifs, hein, il faut réussir à les déterminer, à les dénommer, ces objets, ont été pour lui un moyen de vivre. Donc, à nouveau,
point commun avec Fontana, la céramique permet en fait à ces deux artistes de vivre. Il s'en est jamais caché, alors que son travail de sculpteur à proprement parler, qui utilisait la terre cuite aussi, et la céramique, donc, n'avait pas ou très peu de reconnaissance. Et voilà ce qu'il dit: comme la sculpture ne me permettait pas de vivre, je me suis mis à faire des céramiques. J'ai inventé une sorte de céramique qui a beaucoup plu et qui m'a fait gagner de l'argent pour vivre tranquillement. Si je l'avais voulu, j'aurais pu devenir milliardaire, mais l'argent ne m'intéressait pas. J'ai pu faire vivre ma famille. C'est pas mal de devenir milliardaire en faisant de la céramique. Je ne sais pas si c'est vraiment possible en réalité. Donc, j'ai pu faire vivre ma famille. Puis, à un certain moment, je me suis rendu compte que je n'étais pas un mauvais sculpteur et j'ai laissé de côté la céramique. Ça, donc, c'est un entretien qu'il donne donc à la fin des années 50. Alors, lorsqu'il présente à la 7e triennale de Milan, donc on est en 1940, 4 sculptures qui sont dessinées au vestibule du Palazzo dell'Arte. Et si vous êtes déjà allé à la Triennale de Milan, il y a ce bâtiment comme ça assez autoritaire des années 30. Et donc, voilà, il y a toujours une triennale qui se tient depuis ces années-là. Et donc, Melotti va représenter 4 allégories de la création: la sculpture, la peinture, l'architecture et la décoration. Et là, en fait, vous avez notamment la décoration qui tient un vase ici, et qui n'est autre que la céramique, en fait, pour lui. Et il va raconter à Lisa Ponti, dans la revue Domus, donc Domus va être et est toujours une grande revue d'architecture et de design, et il a beaucoup écrit et beaucoup collaboré avec Joe Ponti, qui était évidemment le proche et fondateur de cette revue, mais surtout aussi, il a énormément écrit en fait, Melotti, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur lui, sur les autres, enfin bon voilà, et donc il y a beaucoup de choses qui sont passées par la revue Domus. Et la revue Domus a beaucoup écrit sur Melotti, donc voilà, il y a tout à fait une collaboration particulière avec cette grande revue qui existe toujours, que vous pouvez toujours consulter. Donc, il dit à Lisa Ponti en 48, ce sont les céramiques, ce sont donc les céramiques, des choses que je fais en cachette, naturellement. On sait que ce n'est pas de la sculpture. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois, ça doit être envisagé comme de la sculpture, en même temps, il dit que ce n'est pas de la sculpture. Donc, il y a une forme de contradiction, mais vous savez que les artistes se contredisent et tout le monde se contredit, en fait, donc ça fait partie du process de pensée de Melotti. Et on comprend alors, pour lui, il y a une sorte de hiérarchie qu'il fait entre cet art de sculpter, cet art de faire de la céramique. Il y en a un qui lui permet de développer des projets artistiques et l'autre qui lui permet, de manière plus triviale, de vivre. Bon. Bref, quand on regarde aujourd'hui les choses, c'est peut-être un peu plus lié quand on voit la dimension très artistique, en fait, et très créative de ces objets, on va dire, fonctionnels. Et donc, ils ont des positions relativement tranchées, les deux, Fontana et Melotti. Ils vont considérer la céramique comme un moyen d'expression sculpturale à part entière, leur permettant en fait de renouveler une expression sur la matière. Et puis pour Melotti, il y a cette idée qu'il y a quand même une sorte de hiérarchie entre la forme sculpturale et la forme céramique. Donc voilà, les choses se jouent sur ce terrain-là. Donc on peut dire que là aussi pour Melotti, c'est donc en sculpteur et non en céramiste, comme Fontana, que Melotti aborde cette technique, et c'est probablement à nouveau grâce à un esprit qui est émancipé des contraintes liées à cette matière qu'il crée des œuvres dont la liberté formelle, qui est autre que celle de Fontana, va renouveler le langage, là aussi, du travail de la terre. Et à ce titre, donc, en l'absence de Fontana qui est en Argentine, il lui dédie cette céramique que je trouve très intéressante parce qu'elle représente l'imaginaire de Fontana, ces espèces de figures que Fontana a faites en céramique d'arlequin, de soleil, qui étaient des éléments de décoration, de cheminée, voilà, pour des intérieurs, qui s'appelle Lettera a Fontana, donc Lettre à Fontana, en 1944, et il lui dédie donc cette œuvre à son ami qui est reparti vivre les années de guerre donc en Argentine. Et c'est un moyen aussi, je trouve, de lier autour de cette sculpture leur engagement réciproque
vers ce médium. Alors, Melotti va réaliser plusieurs sculptures en céramique, hein. Donc, il y a la Folia que je vous montre. Donc, vous pouvez regarder aussi l'émaillage, en fait, cette espèce de tentative très, très expérimentale voilà, de cette possibilité d'émailler. Ce travail, en fait, sur la souplesse de la matière. Donc là, par exemple, vous avez ces figures féminines, Senza titolo des années 50. Donc on voit qu'il étire des plaques de terre qui sont épaisses comme des feuilles de papier. Il y a quelque chose qu'on retrouvera dans la technique de Georges Jean-Claude, d'ailleurs, qui a été un grand artiste, qui a travaillé la terre, hein, qui a enseigné aux Beaux-Arts de Paris, etc., qui a formé beaucoup de céramistes. Par exemple, Elsa Salle a été formée par Jean-Claude. Bon, voilà, il y a voilà, des gens qui font de la céramique depuis toujours, qui sont des artistes contemporains. Et donc, Femelotti aussi va travailler la terre comme des plaques très fines, alors que Fontana travaille la terre comme de la masse. Hein, donc, ce n'est pas la même manière d'envisager les choses. Et donc, il va superposer en fait ces plaques et créer donc des jeux de plis, de vides, hein, de plans et pas de masse, contrairement à Fontana. Donc, il y a une dimension très aérienne, une grande technicité autre que celle de Fontana, mais une immense technicité, évidemment. Je vous en montre une autre, ce sont des chorés, donc ces figures féminines qui sont montées comme ça sur des cônes. Et qui sont ensuite émaillés. Donc il va travailler à la fois, on pourrait dire, la terre et le vide, hein, pour travailler sur une forme d'antimatière, en quelque sorte. Et c'est là où, techniquement, il s'oppose à Fontana, hein, de ce point de vue-là. Il y en a un qui malaxe véritablement, l'autre qui étire la terre. Mais il y a, entre les deux, cette espèce de gestualité rapide qui les lie. Donc, si Fontana, comme je vous le disais tout à l'heure, se rendait chaque été à Albisola pour réaliser la manufacture Mazzotti ses céramiques, Fausto Melotti, lui, prépare sa terre et cuit ses céramiques donc, dans ses fours de l'atelier de la Via Leopardi à Milan, où le sculpteur, par exemple, Arturo Martini, qui a fait beaucoup d'œuvres en terre cuite, viendra également faire cuire donc, ses sculptures. Et il ne participe pas donc, à l'aventure balnéaire de cette petite ville d'Albisola en Ligurie, qui a été un haut lieu de l'histoire de la céramique en Italie, puisque Asger Jorn, par exemple, Roberto Crippa, Caral Appel, Giuseppe Pino Galizio, tous sont venus en fait faire ce travail de céramique aux rencontres internationales de céramique qui ont été initiées par Tullio Mazzotti à partir des années 50. Donc la position de Melotti est plutôt celle du retrait. Retrait, en fait, somme toute relatif, puisqu'il y a donc ces nombreuses et régulières collaborations, comme je vous le disais, avec l'architecte, designer et fondateur de la revue Domus, donc Gio Ponti, ce grand architecte, et surtout des réalisations architecturales et décoratives qu'ils vont faire ensemble, qui sont des chefs-d'œuvre véritablement de l'architecture. En 1957, donc, Gio Ponti associe Fausto Melotti à plusieurs grands projets, celui de la décoration de la Villa Planchard à Caracas, au Venezuela, donc pour laquelle Melotti conçoit dans un patio, dans le patio de la maison, donc un immense mur en céramique, comme vous pouvez le voir, qui est fait de motifs géométriques colorés. Et puis aussi, ce qui est très beau, donc il reste une partie de tout cela dans la Villa Planchard, qui est privée toujours. Ces murs de céramique qu'on a à l'intérieur et ces figures féminines, vous voyez, qui viennent décorer ces murs, en fait, qui sont surajoutés aux murs. Donc, céramique, sculpture, en fait, tout ça ne forme qu'un. Donc, ça devient en fait une manière, quelque part, d'exposer la céramique, d'exposer la sculpture dans un cadre privé et de l'intégrer totalement aussi à l'espace architectural en faisant quelque chose qui est absolument indissociable, en fait. Hein, voilà. Et puis, 3 ans plus tard, en 1960, Melotti poursuit cette réflexion pour le patio de la Villa Nemadze à Téhéran. Alors là, c'est très difficile de savoir dans quel état c'est et ce que c'est devenu. Donc, c'est une photographie, en fait, de l'époque que je vous montre ici. Cette troisième villa qui est construite par Gio Ponti, et il inclut, en fait, dans le mur des plaques en céramique de tonalité bleue. Voilà.
Alors, l'artiste va énormément développer à partir du milieu des années 50 ces plaques de céramique qu'on appelle piastrelle en italien. Donc, ce sont vraiment des plaques de céramique. Vous en avez vu dans l'atelier tout à l'heure. Ce sont des bas-reliefs. Donc, c'est un moyen d'expérimenter des questions de technicité sur la matière, sur la couleur. Et ça devient une spécificité de ces interventions architecturales puisqu'il utilise pour la décoration du nouveau terminal d'Alitalia à New York en 1959, puis l'année suivante, pour le nouveau terminal en fait de Milan. Alors, le terminal new-yorkais, c'est la photo que vous avez ici, très fashion, sert de cadre photographique à la présentation des nouvelles tendances donc de la mode italienne et fait la couverture du magazine Life en décembre 1961. Donc, vous avez à la fois ces murs avec ces plaques de céramique, ces corées que vous retrouvez et un grand vase en fait à l'arrière-plan, et puis ces modèles qui posent à l'intérieur. C'est un moyen évidemment pour Melotti de continuer à explorer la platitude de la sculpture qu'il a déjà abordée dans ses sculptures abstraites des années 30. Hein. Ce sont des bas-reliefs comme ça qui sont en plâtre. Voilà. Et puis, le grand temps, et là, ça les réunit, en fait, les deux artistes milanais, c'est la participation de Melotti et de Fontana à l'exposition internationale du travail qui s'appelle Italia 61, qui célèbre le centenaire de l'unité italienne. Et là, Melotti va faire un mur immense de ces plaques métalliques. Vous voyez Fontana et Melotti en fait dans la salle que Melotti décore, conçoit. Alors que Fontana en fait réalise la salle des sources d'énergie, qui est en fait une salle avec un plafond fait de trames de néon blanches et vertes. Et donc, Melotti intervient dans ce qui est appelé le Palazzo del Lavoro, donc le pavillon du travail. Il réalise un mur de 800 plaques de céramique sur une hauteur de 12 mètres. Et vous avez là aussi en fait des photos prises pour le magazine Life en décembre 61, où on a des modèles qui posent en fait dans ce bassin et derrière il y a ces plaques de céramique. Alors ces reliefs sont tous différents les uns des autres, donc on retrouve ici cette spécificité que c'est pas quelque chose qui est industriel, c'est vraiment quelque chose qui est pensé de manière artisanale. Elles illustrent en fait la thématique de l'évolution de la forme dans l'artisanat. Justement, hein, c'est ça, évolution de la forme dans l'artisanat. Alors, il n'est pas surprenant que Melotti ait choisi la céramique donc, pour illustrer ce sujet et répondre à cette commande. Il s'agit moins de créer un ensemble décoratif que de proposer un véritable environnement sculptural, comme vous pouvez le voir, qui est une sorte de point d'orgue de ses recherches. Mais par la suite, ce qui est intéressant, c'est que Melotti va abandonner le matériau céramique au profit de réalisations en laiton qui vont ouvrir un autre pan de son œuvre. Donc, on est dans les années 70, que l'écrivain Italo Calvino va désigner comme étant des signes hauts, segni alti. Et il revient à quelque chose d'assez immatériel comme ça dans sa conception du travail sculptural. Et en 1974, il va s'expliquer sur, alors qu'il est dans ces sculptures en laiton, très aérienne, très immatérielle, il va s'expliquer sur l'utilisation de ce matériau céramique qu'il n'a plus utilisé depuis plus de 10 ans et sur lequel, et je terminerai ma communication sur ça, sur lequel il pose désormais un regard critique et contradictoire. Donc, c'est un entretien qu'il va faire avec la critique Iol de Sana, donc, pour une exposition en 1974, qui va être repris aussi dans la revue Harper's Bazaar la même année. Et voilà ce qu'il dit. Je n'aime pas beaucoup la céramique. Cela représente pour moi le désordre. C'est une chose amphibie. Et en dessous, il y a toujours quelque chose de compliqué parce que tu ne sais jamais exactement ce que tu fais. Il y a un méta-artiste qui est le feu, qui prend possession de tout et dirige les opérations. Quoi que tu fasses, c'est systématiquement lui qui met la touche finale. Et cela dérangera toujours
un artiste. Moi, cela me dérange que ce soit quelqu'un d'autre qui mette à ma place les virgules dans ce que je dis et écris. Voilà, je pense que ça peut être le sujet d'ouverture de la discussion. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention et j'espère que vous m'avez entendu correctement. Je quitte le partage d'écran et voilà, et je vous retrouve dans la salle.